Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai le plaisir, midi étant passé, de commencer l'introduction de ce webinaire. Avec ces quelques minutes d'introduction, ça laissera le temps aux gens qui veulent se connecter d'encore le faire. Donc, nous avions pu faire par le passé des webinaires sur l'intelligence artificielle. Cette année, nous allons vous proposer une série de 5 cours sur un format que vous commencez à connaître si vous avez pu participer au précédent, à savoir 45 minutes de cours et puis 15 minutes de possibilité de faire des questions-réponses. Donc, je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le docteur Benoît Riz, je suis radiologue et exerce la fonction de directeur médical au sein du groupe 3R. J'ai aussi des participations dans la Société européenne d'informatique médicale. On suit de près un peu les développements de l'intelligence artificielle. Donc, pour ce cycle de formation, nous allons vous proposer les 5 cancers les plus fréquents. Nous allons commencer aujourd'hui sur l'imagerie des cancers ORL. J'espère qu'il y a des ORL qui pourront se connecter sur ce cours. N'hésitez pas à poser vos questions aux radiologues spécialistes par la suite. Et puis, lors des mois suivants, donc bon, il y a bientôt la pause estivale, mais on va commencer par le cancer du sein le mois prochain, avec les docteurs Rosano et Fournier qui nous parleront un petit peu d'approche personnalisée. Et puis ensuite, nous reprendrons après la pause estivale avec des thématiques centrées sur l'imagerie thoracique, sur la prostate, avec le November, le mois de la prostate. Et puis également, nous parlerons avec la doctoresse Hansen-Pham du dépistage du cancer du côlon avec la coloscopie virtuelle, quelle place. Donc l'idée, c'est de faire un peu un balayage de l'état de l'art actuel en 2023 et puis d'avoir peut-être quelques perspectives sur le devenir de l'imagerie oncologique. On sait que les populations européennes vieillissent, que les technologies sont toujours plus en plus avancées et que peut-être une médecine personnalisée va émerger de tout ça d'ici quelques temps. Donc pour aujourd'hui, l'orateur est le docteur Romain Colère, qui est radiologue et neuroradiologue FMH. Il a une spécialisation particulière sans avoir de l'écho. Donc le docteur Romain Colère est notre expert un petit peu au niveau du réseau sur l'imagerie ORL. Il a été formé aux hôpitaux universitaires de Genève et possède le diplôme européen en imagerie ORL. Il a participé également au comité exécutif à l'échelon européen, toujours pour ce qui est de la radiologie head and neck, comme on l'appelle en anglais, ou ORL, comme on l'appelle communément en Suisse francophone. Nous allons revenir sur la slide précédente pour vous parler du mode de fonctionnement. Donc, le mode de fonctionnement, vous le connaissez, il y a cette brève introduction. On va ensuite dérouler le webinaire et puis vous avez une fenêtre chat dans le Zoom qui vous permet de poser des questions. Sinon, à la fin, vous pourrez aussi allumer votre caméra, votre micro, poser une question en direct si nécessaire. On essaiera, surtout le docteur Colère, qui est plus expert que moi en imagerie ORL, d'y répondre. Comme annoncé dans la promotion un petit peu de ce webinaire, il y a un point de formation continue pour les radiologues et les techniciens en radiologie médicale, ainsi que pour la Société suisse de médecine interne générale. Vous allez recevoir un mail une fois que vous aurez assisté au cours. En remplissant très brièvement, vous aurez immédiatement un autre mail avec ce certificat signé, daté à votre nom, qui vous permettra de remplir les conditions de formation continue de la FMH, en tout cas au moins d'avoir un point sur les 5 points qui sont nécessaires par an, en tout cas pour les médecins. J'en ai déjà beaucoup trop dit. Je vais laisser la parole au docteur Romain Colère, qui va nous apprendre beaucoup de choses sur l'imagerie des tumeurs ORL et notamment des voies aérodigestives supérieures. Voilà, n'hésitez pas à couper votre micro pour qu'on puisse participer à ce webinaire dans de bonnes conditions. À tout à l'heure. Merci. Merci Benoît pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Romain Colère, radiologue ORL et neuroradiologue au groupe 3R. Pendant les prochaines minutes, je vais vous parler de l'imagerie des cancers ORL. Lorsque j'ai commencé la radiologie ORL, il y a quelques années déjà, il y avait un débat au sein des ORL eux-mêmes à propos de l'utilité ou non de l'imagerie ORL.
Les anciens ORL disaient que l'imagerie ne servait à rien, alors que les ORL plus modernes croyaient dur comme fer à l'utilité de l'imagerie ORL. Pourquoi ce débat? Puisque si l'on voit une tumeur en endoscopie, comme ici une tumeur du larynx, dans beaucoup de situations, en fait, on ne voit que la pointe de l'iceberg. La tumeur s'étend beaucoup plus en profondeur et cette extension en profondeur est sous-estimée à l'endoscopie, ce qui peut mener à une résection partielle, par exemple. Similairement, on peut très bien palper des métastases ganglionnaires dans le cou, mais la plupart des métastases sont petites, voire microscopiques, et là aussi, l'imagerie peut être d'un grand secours. Pour cette présentation, je vais me pencher uniquement sur le cancer épidermoïde des voies aérodigestives supérieures. Et il faut savoir qu'on pourrait faire un congrès d'une semaine uniquement sur ce projet. Donc, à nouveau, je ne vais vous parler que de certains points que je juge importants pour vous faire une vue générale de la matière, raison pour laquelle je remets la pointe de l'iceberg. Nous aborderons l'épidémiologie et la clinique. Ensuite, parlerons des techniques d'imagerie, survolerons rapidement le diagnostic différentiel, qui est en fait très bref, et ensuite nous passerons aux différentes régions des voies aérodigestives supérieures. Ensuite, nous parlerons des adénopathies, de l'influence de l'imagerie sur le staging, des complications des traitements, et enfin, un mot plus prospectif sur l'intelligence artificielle. Le carcinome épidermoïde représente environ 90% des cancers des voies aérodigestives supérieures. Il est le 7e cancer mondial, 6e selon certains auteurs, avec une incidence en augmentation. Les hommes sont 2 à 4 fois plus touchés que les femmes et l'âge médian chez les patients HPV négatifs, on parlera du virus papillomateux un peu plus loin dans cette présentation, l'âge médian est de 66 ans. La survie à 5 ans est de 66% et ces cancers touchent ou provoquent 1,5% des morts de cancer aux États-Unis. Bien sûr, vous connaissez les facteurs de risque traditionnels qui sont l'alcool et le tabac, mais il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent être plus géographiques, comme l'utilisation de noix d'areca ou de bétel, toutes les formes de tabac qui n'est pas fumé, et on met de plus en plus en évidence des facteurs de risque liés à la pollution atmosphérique et des facteurs génétiques. Enfin, il existe des précancéroses qui sont bien connues des ORL comme la leucoplasie dysplasique et l'érythroplasie. Si l'on regarde la carte mondiale, on voit que la répartition géographique n'est pas homogène avec une prédominance de ces cancers en Europe, surtout en Europe de l'Est, dans l'Asie du Sud-Est et en Australie, ainsi que dans une moindre mesure dans les Amériques et en Russie. La clinique est souvent tardive et souvent non spécifique et n'est pas toujours en relation avec le site anatomique de la tumeur primitive. Le patient peut souffrir ou se plaindre de douleurs, d'odynophagie, de dysphagie ou d'odynodisphagie, d'une dysphonie, d'une hémoptysie ou d'une boule dans la bouche ou le cou. J'aimerais juste parler pendant quelques secondes de l'otalgie réflexe, qui est une forme particulière de douleur, puisque cette douleur est une douleur référée au niveau de la région de l'oreille. Il faut savoir que l'innervation sensitive de l'oreille est assurée par plusieurs nerfs crâniens. Ces nerfs crâniens s'occupent également de toute la motricité et la sensibilité de la sphère ORL, et il existe des interconnexions entre les nerfs crâniens, ce qui explique que quasiment toute tumeur ORL, même en dehors des voies aérodigestives supérieures, peut provoquer une tumeur référée, soit une otalgie réflexe. Abordons maintenant les techniques à notre disposition. Vous savez que le scanner est une technique irradiante qui permet une acquisition rapide. Elle nécessite pour les tumeurs des voies aérodigestives supérieures un produit de contraste iodé. Nous faisons des coupes millimétriques avec une bonne résolution spatiale et un contraste moyen pour les tissus mous. Il est possible de faire des reconstructions dans tous les plans et, si nécessaire,
nous demandons aux patients de faire des manœuvres dynamiques de type Valsalva ou phonation. L'avantage de cette technique aussi, c'est d'offrir un bilan du corps entier, du thorax et de l'abdomen si c'est nécessaire. Bien évidemment, il faut être attentif pour le radiologue à la qualité des images, puisque dans ce cas-ci, par exemple, le patient a avalé durant l'acquisition et l'examen n'est tout à fait non diagnostique. En conséquence, il faut soit refaire l'examen, soit passer à une autre technique d'imagerie. L'IRM est une technique d'imagerie non irradiante qui utilise un produit de contraste à base de gadolinium. Elle offre un meilleur contraste qui est excellent pour les tissus mous par rapport au scanner et une résolution qui est légèrement moindre par rapport au scanner. Nous pouvons faire de l'imagerie multiplanaire en 2D ou en 3D. En revanche, c'est un examen plus long, sujet à de multiples potentiels artefacts et contre-indications. Un exemple ici d'un patient qui venait pour une tumeur du larynx. Évidemment, cet examen n'est pas diagnostique et dans ce cas, il faut arrêter l'examen et proposer un scanner. L'échographie peut être faite dans différents moments du parcours du patient. Avant le diagnostic, le patient se plaint d'une boule dans le cou, une adénopathie le plus souvent. En cours de diagnostic, pour effectuer une cytoponction de cette adénopathie. En cours de traitement à la recherche de complications, spécialement un abcès, et après le traitement à la recherche d'une récidive, en particulier ganglionnaire. C'est une technique non irradiante, opérateur dépendante et aussi patient dépendant, puisque l'échographie dépend de la profondeur. On perd du signal en profondeur. Et donc, par exemple, un patient corpulent ne permettra pas d'avoir un examen détaillé de la surface. Et évidemment, la gorge, le pharynx ne sont pas analysables en échographie. Il peut être fait si nécessaire au lit du patient et il est insuffisant pour le bilan d'extension. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien faire une cytoponction en même temps que l'examen échographique simple. Le PET-CT est une imagerie qui marie imagerie fonctionnelle et imagerie morphologique. Un scanner avec une molécule de glucose radioactive au moyen d'une molécule de fluor 18. Ces indications sont en cas de haut risque de métastase ganglionnaire ou à distance, donc les cancers supérieurs à T2, tous les cancers N positifs et évidemment les cancers avec des métastases connues ou fortement suspectées. Cette technique est également utile pour le suivi et la récidive dans le post-traitement. Il n'y a pas de rôle essentiel pour la détermination du T. Évidemment, peut-être moins en Suisse, mais dans la plupart des pays, il y a des problèmes de coût et d'accès limité de cette technique. La vidéofluoroscopie de déglutition est une technique historique qui était très utilisée beaucoup plus que maintenant avant l'avènement de l'imagerie en coupe. C'est une imagerie à la fois fonctionnelle et morphologique puisque l'on voit les patients avaler en direct. Actuellement, on l'utilise uniquement ou presque uniquement pour les recherches de complications post-opératoires. Ici, un exemple tiré d'un livre où l'on voit une volumineuse tumeur de l'hypopharynx diagnostiquée au moyen de cette technique. Le diagnostic différentiel est bref. Il y a les autres carcinomes qui sont rares et qui ne sont pas forcément différenciables du carcinome épidermoïde, les sarcomes qui sont encore plus rares et qui touchent plutôt une population pédiatrique. Le lymphome peut le plus souvent être différencié à l'imagerie par rapport au carcinome épidermoïde. Ce sont des masses homogènes de l'anneau de Waldeyer avec ou sans des adénopathies. De temps en temps, il peut y avoir des infections invasives comme la tuberculose laryngée, comme dans ce cas. Je crois que dans ma carrière, j'ai vu un seul cas de tuberculose, donc ce n'est pas très fréquent. Et enfin, les maladies inflammatoires qui peuvent toucher les voies aérodigestives supérieures, par exemple la maladie de Wegener. Que sont les voies aérodigestives supérieures? Les voies aérodigestives supérieures sont le carrefour des voies aériennes et digestives et s'étendent des lèvres jusqu'à l'œsophage cervical. La cavité buccale est la première partie, puis il y a le nasopharynx, l'oropharynx, le laryngopharynx ou hypopharynx et le larynx.
Commençons l'examen des tumeurs des voies aérodigestives supérieures par le nasopharynx. Donc, le nasopharynx est situé entre la base du crâne en haut, la cavité nasale en avant et l'oropharynx en bas. Et s'il y a une tumeur de cette région, il faut être attentif à rechercher une atteinte du clivus, de la base du crâne et du sinus sphénoïdal, une atteinte vers le bas de la tumeur vers l'oropharynx, voire une atteinte de l'artère carotide interne. Un exemple de tumeur, un patient avec une tumeur du nasopharynx au scanner et au PET-CT. Cette tumeur occupe la partie médiane et droite du nasopharynx. Elle vient au contact du clivus, mais sans érosion ni extension osseuse ou intracrânienne. Passons maintenant à la cavité buccale. La cavité buccale est située entre les lèvres, y compris et l'oropharynx, et elle comprend les lèvres, les gencives, la muqueuse de la bouche, le trigone rétromolaire, les deux tiers antérieurs de la langue, le plancher buccal et le palais dur. Si un patient est atteint d'une tumeur de la cavité buccale, les structures critiques dont l'extension est à éliminer sont la base de langue, vers l'arrière, les amygdales, latéralement, et la mandibule, puisque la mandibule est bien évidemment à proximité immédiate de la cavité buccale. Un premier exemple de tumeur du plancher buccal, une petite tumeur en fer à cheval antérieure, surtout à droite, qui vient au contact de la glande sous-mandibulaire, au contact également de la mandibule, mais sans aucun envahissement à ce niveau. Une tumeur plus importante du plancher buccal, à gauche cette fois-ci, une tumeur qui passe la ligne médiane, qui envahit le canal de Wharton du côté gauche, qui est dilaté et qui s'étend également à la langue, avec aussi à ce niveau un franchissement de la ligne médiane. Les tumeurs de la langue les plus fréquentes sont situées au niveau de son bord latéral, comme ici un patient avec une petite tumeur du bord latéral droit, sans extension jusqu'à la ligne médiane, ni atteinte du pédicule vasculonerveux, qui est également une structure critique pour la langue. Une tumeur plus importante du bord de langue est ici à gauche, avec une large tumeur ulcérée qui s'étend au plancher buccal et qui vient également envahir l'oropharynx avec le pilier antérieur de l'amygdale et l'amygdale. Ce patient avait également des lésions métastatiques ganglionnaires nécrotiques qui venaient au contact de la mandibule, mais sans envahissement de celle-ci. Pour le trigone rétromolaire est une région, comme son nom l'indique, en arrière de la dernière molaire. On parle surtout de la mandibule et cette tumeur fait volontiers une lyse osseuse, comme on le voit ici sur cette image, qui est confirmée au scanner puisqu'on voit la lyse au scanner accompagnée d'une sclérose. Cette tumeur s'étend volontiers aussi au voile du palais, comme ici, sur cette image, et peut également s'étendre à l'espace de mastication, ce qui peut entraîner un trismus chez les patients. L'oropharynx est situé entre le nasopharynx en haut, la cavité buccale devant et l'hypopharynx en bas. Elle contient principalement la base de langue, les amygdales, les vallécules épiglottiques qui sont en avant de l'épiglotte, le palais mou et la luette. Si un patient est atteint d'une tumeur de l'oropharynx, les structures critiques à examiner pour le radiologue sont l'extension vers l'avant au plancher buccal, l'extension à l'espace parapharyngé qui est situé à côté en profondeur des amygdales, la paroi postérieure du pharynx et une extension vers le bas à l'hypopharynx et au larynx. Le premier exemple que je vais vous montrer est une petite tumeur de l'amygdale du côté droit. Une tumeur qui est limitée à l'amygdale, mais vous voyez qu'il y a une grosse métastase ganglionnaire homolatérale, plus grosse même que la tumeur. Une tumeur plus importante, point de départ de l'amygdale droite également, avec une extension au voile du palais, à la luette, une extension également à l'espace parapharyngé, que l'on voit ici, cette bande graisseuse, et une extension vers le bas au larynx supraglottique. Il existe également ici, vous voyez, une petite métastase ganglionnaire. La base de langue, donc le tiers postérieur de la langue est la base de langue, une tumeur relativement limitée de la base de langue avec uniquement une extension au vallécule épiglottique.
Cette structure ici est l'épiglotte. Et dans ce cas, une tumeur beaucoup plus grande de la base de langue, probablement, avec une atteinte antérieure très importante au niveau de la langue, au niveau du plancher buccal et également une atteinte de l'amygdale. Vous voyez également que cette tumeur est largement nécrotique. Il y a un contact avec la mandibule, mais là aussi sans atteinte osseuse. Les cancers de l'oropharynx peuvent être associés au virus papillomateux humain ou non. Et on a remarqué depuis une quarantaine d'années que cette incidence ou cette prévalence est en nette augmentation. Ce n'est pas seulement dû à une augmentation du virus lui-même, mais aussi à une augmentation des méthodes de diagnostic et du dépistage. Le HPV 16 est le plus fréquemment concerné, parfois HPV 18 et très rarement d'autres types de virus. Ces patients sont plus jeunes, avec moins ou pas de facteurs de risque, et ils ont un meilleur pronostic. Quel est l'aspect de ces tumeurs à l'imagerie? Les tumeurs HPV positives sont homogènes, ont une prise de contraste plus importante, ont une extension volontiers exophytique, donc endophytique pour le pharynx, et ne sont pas nécrotiques et sont bien délimités. Il existe aussi des métastases ganglionnaires qui sont volontiers nécrotiques, ce qui peut conduire à des faux négatifs au PET-CT. À l'IRM, la différence notable est la restriction de diffusion qui est plus importante que pour les tumeurs HPV négatifs. C'est le même principe que pour les AVC cérébraux et dans ce cas, on explique cette différence par une cellularité plus importante avec un espace extracellulaire diminué. Passons maintenant au larynx. Le larynx a trois étages: la glotte, le niveau des cordes vocales, la susglotte avec les fausses cordes vocales, l'épiglotte et le ventricule de Morgagni, et la sous-glotte qui est sous les cordes vocales. Presque 2 tiers des cancers du larynx ont pour siège les cordes vocales, 30% la susglotte et seulement 5% la sous-glotte. Je ne parlerai pas plus dans cette présentation des tumeurs de la sous-glotte, car ce sont des tumeurs rares, mais ayez à l'esprit que ce sont des tumeurs qui ont souvent un diagnostic tardif, donc de mauvais pronostic. Un peu d'anatomie. Il y a dans le larynx deux espaces qui ne sont pas visibles en endoscopie. Rappelez-vous la pointe de l'iceberg. Le premier espace est l'espace préépiglottique. C'est un espace graisseux qui, comme son nom l'indique, est situé en avant de l'épiglotte. Dans la littérature francophone, on l'appelle parfois loge THE pour loge thyroïdo-épiglottique. Le second espace est l'espace paraglottique qui est situé entre le muscle vocal et le cartilage thyroïde. Et il est important de savoir que cet espace communique librement avec la région supraglottique et également avec l'hypopharynx. Si un patient est atteint d'une tumeur, une tumeur susglottique comme ici, ou une tumeur de la corde vocale comme dans ce cas à droite, il faut examiner s'il y a une atteinte antérieure de la commissure antérieure au niveau glottique ou de la suscommissure antérieure au-dessus. Et pourquoi? Puisque si la sus ou commissure antérieure ou la commissure antérieure est atteinte, il y a un fort risque d'extension contralatérale. Bien sûr, on a parlé de l'espace préépiglottique, l'espace périglottique. Les atteintes cartilagineuses sont importantes aussi pour l'hypopharynx, on en parlera. Et évidemment, il peut y avoir une extension extra-laryngée. Un premier exemple de tumeur supraglottique est une tumeur de la base de l'épiglotte. Cette tumeur envahit discrètement l'espace préépiglottique et descend également au niveau de la bande ventriculaire droite, donc la susglotte. Un autre exemple, une tumeur plus importante, cette fois-ci de départ de la bande ventriculaire, qui s'étend en avant avec franchissement de la suscommissure antérieure. L'espace préépiglottique est largement envahi et il y a vers le bas une atteinte de la corde vocale via également l'espace paraglottique et une atteinte même sous-glottique.
Une toute petite tumeur de la corde vocale, il s'agit d'une tumeur du bord libre de la corde vocale, bien visible au scanner par une petite prise de contraste. Probablement que le muscle vocal n'est pas atteint, mais ça, c'est l'ORL avec la microlaryngoscopie qui pourra nous le renseigner avec plus de précision. Une tumeur plus importante de la corde vocale, toujours à droite, qui prend toute la corde vocale et qui vient envahir cette fameuse commissure antérieure qu'on le voit bien ici et également ici sur les images injectées. Parfois, on rencontre l'expression le tumeur transglottique. Une tumeur transglottique a en fait deux définitions. La plus fréquente est une tumeur qui touche la glotte et la susglotte, du même côté évidemment. Et l'autre définition est une tumeur qui touche les trois étages. C'est l'exemple qui est illustré ici, une tumeur qui part très haut, qui finit très bas. Et en coupe axiale, on voit l'atteinte de la bande ventriculaire au niveau susglottique, l'atteinte de toute la corde vocale droite, glottique, et une atteinte sous-glottique. L'hypopharynx est situé sous l'oropharynx, autour du larynx. Il y a trois parties, mais la principale dont nous discuterons uniquement aujourd'hui, ce sont les sinus piriformes, qui sont en fait un sac de part et d'autre du larynx. 71% des tumeurs viennent du sinus piriforme. Quand un patient est atteint d'une tumeur du sinus piriforme, il faut être attentif à une extension à l'espace paraglottique qui, comme je l'ai dit, peut diffuser vers le larynx, une atteinte des cartilages, dont on discutera, une atteinte de l'œsophage vers le bas et une extension extralaryngée, soit par les cartilages, soit à travers des ligaments du larynx, en particulier vers l'artère carotide commune ou interne. Un premier exemple d'un patient d'une tumeur circonférentielle du sinus piriforme droit, et on voit qu'il existe une lyse du cartilage thyroïde avec une discrète extension extralaryngée latérale, mais également une extension extralaryngée vers le bas. Cette structure est le cartilage cricoïde et celle-ci le cartilage thyroïde. Une tumeur beaucoup plus avancée d'un patient du sinus piriforme droit cette fois-ci. La tumeur elle-même est limitée, s'étend à toutes les faces du sinus piriforme, mais il existe une importante lyse cartilagineuse avec une sclérose du cartilage thyroïde, une extension extralaryngée, également une extension un peu plus rare dans la thyroïde et la présence de plusieurs adénopathies nécrotiques, dont une qui produit un effet de masse sur la veine jugulaire interne, mais sans thrombose. Quels sont les signes d'atteinte des cartilages? La sclérose, l'érosion et la lyse et l'extension intralaryngée. On voit ici un patient avec une sclérose au contact d'une tumeur du sinus piriforme gauche. Le stade suivant est la sclérose avec la lyse cartilagineuse. Et enfin, le stade final, l'extension extralaryngée transcartilagineuse avec la perte de substance du cartilage. Si on regarde les données de la littérature, on voit que la spécificité pour la sclérose, qui est le stade le plus précoce de la tête cartilagineuse, cette spécificité est basse à modérée. Et ensuite, la spécificité augmente, mais la sensibilité n'est jamais très, très bonne. Et pourquoi on peut expliquer cela? Parce qu'en fait, il peut y avoir une réaction inflammatoire du cartilage au contact de la tumeur. Et c'est ce qui a été explicité il y a une quinzaine d'années à l'IRM, où il a été démontré que lorsque le cartilage présente en T1, en T2 et en T1 avec gadolinium le même signal que la tumeur, c'est un signe d'invasion tumorale. En revanche, si la tumeur est en hypersignal T2, alors qu'il y a un hyposignal T1 et une prise de contraste, il s'agit d'une atteinte inflammatoire. Avec ces critères, on récupère une très bonne spécificité à 79% et une sensibilité à 91%. Lorsque cet article est paru en 2008, le professeur Curtin, qui est un ponte de la radiologie ORL aux États-Unis, avait
écrit un éditorial intitulé The Evil Grey, donc qu'on pourrait traduire par le gris diabolique. Et en fait, c'est toute la subtilité de la radiologie ORL, puisqu'il ne s'agit pas d'une euh, radiologie forcément diagnostique, puisque dans la plupart des cas, le diagnostic est connu, c'est un cancer épidermoïde, mais il s'agit de déterminer quelles sont les structures atteintes ou non par le processus tumoral. Et c'est là l'art du radiologue de se dépatouiller dans toute la gamme des grilles de la radiologie. Venons-en maintenant aux adénopathies. Il y a des groupes qui ont été décrits. Ces groupes tiennent compte de limites anatomiques, cliniques et radiologiques et tiennent compte du drainage préférentiel des tumeurs en fonction de leur localisation primitive. Ces groupes sont le groupe sous-mandibulaire, comme son nom l'indique, sous la mandibule, le groupe jugulaire supérieur, au-dessus de l'osioïde, sous et en avant du muscle sternocléidomastoïdien, le groupe jugulaire moyen, sous le muscle sternocléidomastoïdien jusqu'au cartilage cricoïde, et en dessous, toujours sous le muscle sternocléidomastoïdien, le groupe jugulaire inférieur. Postérieurement à ce muscle se trouve la chaîne ou le groupe spinal. C'est important de connaître pour le radiologue et pour le spécialiste qui lira le rapport du radiologue, c'est important de connaître ces groupes puisqu'il y a une importance primordiale pour le staging ainsi que pour le traitement chirurgical et de radiothérapie. Quels sont les signes d'atteinte tumorale ganglionnaire? Le premier, et qui est le moins important à mes yeux au niveau ORL, c'est la taille. Dans d'autres domaines oncologiques, ailleurs dans le corps humain, la taille est un critère important. La taille n'est pas très importante puisque de toute façon, les ganglions sont petits et il y a une variabilité entre les groupes. Néanmoins, on retient que dans le groupe 2, donc jugulaire supérieur, un grand diamètre supérieur à 15 mm est considéré comme suspect, 10 mm pour les autres groupes, mais tout ceci n'est pas très spécifique. Plus intéressant déjà est le regroupement, car s'il existe plus de 3 ganglions suspects dans le territoire de drainage d'une tumeur, ils sont effectivement à considérer comme des adénopathies. La forme est un autre critère. On devient de plus en plus spécifique dans notre démarche, puisque les ganglions lymphatiques sont ovalaires avec un centre graisseux, et lorsqu'ils deviennent pathologiques, ces ganglions deviennent arrondis et perdent leur centre graisseux. Enfin, la nécrose et l'extension tumorale extranodale. Cet exemple ici illustre tous les critères. Une adénopathie de plus de 15 mm, il y a de la nécrose et si vous regardez bien sur le coupe axial, on suspecte la présence d'une extension tumorale extranodale avec lymphangite carcinomateuse puisqu'il y a un aspect peigné des parties molles. À l'IRM, ce sont les mêmes signes qui peuvent être plus faciles à voir, en particulier une extension tumorale extranodale puisqu'on retrouve, on voit très bien ici l'aspect peigné, les spiculations autour des ganglions lymphatiques. Et bien évidemment, il y a aussi la nécrose et la forme ronde. Un mot sur les adénopathies sans porte d'entrée. Ce sont du carcinome épidermoïde ou des cellules de carcinome épidermoïde qui sont mises en évidence par cytologie ou biopsie dans des ganglions, mais sans site primaire identifié. Il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus, à ma connaissance, au niveau de l'imagerie, ne serait-ce que parce que la définition de l'adénopathie sans porte d'entrée n'est pas toujours la même. Est-ce que c'est un cancer non identifié en clinique, en endoscopie ou en imagerie standard? Et également parce qu'il n'y a pas d'études, à ma connaissance, je répète, euh, comparative entre le scanner, l'IRM et le PET-CT. Néanmoins, le scanner ou l'IRM sont souvent faits en première intention et dans la plupart des cas, le PET-CT est fait en seconde intention. La littérature pour le PET-CT, comme c'est une technique plus récente, est un peu plus abondante
et on détecte une tumeur primaire dans 30 à 40% des cas, avec une sensibilité et une spécificité autour des 80%. Quelle est l'influence de l'imagerie sur le staging? Commençons par le T, qui est peut-être le plus important, puisque la taille a une influence sur le T. Une tumeur, par exemple, de l'oropharynx de moins de 2 cm est un T1, une tumeur entre 2 et 4 est un T2 et plus de 4 est un T3. La profondeur, je n'en ai pas parlé, c'est un critère morphologique de la cavité buccale où si c'est moins de 5 mm, c'est un T1, plus de 5 mm, c'est un T2. Évidemment, l'extension aux structures voisines ou aux structures critiques, comme on a bien décrit tout à l'heure, fait basculer la tumeur vers un T3 ou un T4. L'adénopathie, la taille dans le TNM est un critère entre moins de 3 cm, entre 3 et 6 cm et plus de 6 cm. Et le côté également est un critère homolatéral ou contralatéral. On dit traditionnellement qu'un patient avec une tumeur ORL qui a des adénopathies homolatérales a 50% de chances de survie en moins et des adénopathies contralatérales encore 50% en moins. Évidemment, les métastases ne nécessitent pas de discussion plus approfondie. Et quand on découvre chez un patient une tumeur des ORL, tout ça est discuté à la consultation commune des tumeurs avec les ORL, les oncologues, les radiothérapeutes, les pathologues et d'autres spécialistes en cas de besoin. Venons-en maintenant aux complications chirurgicales. Je ne parlerai que de quelques complications chirurgicales dans le cadre aigu. La première est la fistule. Il s'agit ici d'une vue de face d'une vidéofluoroscopie de déglutition. Le patient a eu une laryngectomie totale et lors du contrôle de routine, on observe une extravasation sous-cutanée latérale vers la gauche. La nécrose du lambeau, les lambeaux, la plupart du temps, en ORL, sont des lambeaux pédiculés. Donc, ces lambeaux peuvent se nécroser, soit par rupture des sutures vasculaires, soit par occlusion des vaisseaux. Le résultat est une nécrose, ici également un patient avec une laryngectomie totale. Je ne parlerai pas des infections puisqu'il n'y a rien de particulier, c'est principalement la recherche d'abcès. Les complications de la radiothérapie peuvent être classifiées en trois catégories. Premièrement, les modifications attendues, celles que tous les patients ont à un certain degré, l'œdème, la fibrose et l'atrophie. Les complications proprement dites, qui sont au niveau de la muqueuse avec des ulcères, des sténoses, au niveau des muscles avec un trismus, une dénervation, au niveau osseux et cartilagineux avec radionécrose et au niveau du système nerveux central et périphérique avec nécrose cérébrale ou médulaire et plexopathie. Dernière catégorie, les complications tumorales avec d'une part la récidive qui d'une certaine manière peut être considérée comme une complication ou tout au moins un échec du traitement et les tumeurs radio-induites. Je tiens toutefois à souligner que les complications nerveuses et les tumeurs radio-induites sont devenues très très rares de nos jours avec les progrès de la radiothérapie. Cette image vous démontre les complications attendues chez les patients. Un patient ici avec une tumeur du larynx supraglottique, une métastase ganglionnaire, et 3 mois après la radiothérapie, il n'y a plus de tumeur, plus d'adénopathie. On voit le développement d'une infiltration sous-cutanée avec épaississement de la peau, épaississement du platysma, et tout ça traduit un œdème. Également, un certain degré d'atrophie des glandes salivaires majeures. Si on avait pris les images en cours de radiothérapie, elles auraient été agrandies avec une prise de contraste très intense. Également, un œdème rétropharyngé. Deux complications fibrotiques chez des patients avec laryngectomie totale. Donc, il s'agit ici premièrement d'une sténose focale qui conduisait à une dysphagie et également une dysphagie chez ce patient avec une sténose longue de tout le néopharynx due à la fibrose.
Un autre exemple est le développement d'un ulcère. 3 mois après la radiothérapie, on voit qu'il existe une anomalie de la région amygdalienne droite avec de l'air, peut-être de la nécrose, et 2 ans après, se développe un volumineux ulcère très profond dans cette région. Un patient avec trismus où l'on observe qu'il existe une augmentation de volume et une tuméfaction des muscles de la mastication. Et enfin, l'ostéoradionécrose qui peut se faire au niveau de l'os hyoïde, comme à ce niveau, avec une collection hydroaérique, une fragmentation, une perte de substance et la présence d'air dans l'os. Également un cas ici d'ostéoradionécrose avec fracture pathologique de la mandibule. Pour le larynx, il peut exister des signes tout à fait similaires de chondroradionécrose. Dernière catégorie, dernier chapitre de cette présentation, le rôle émergent de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est un domaine en plein développement avec beaucoup d'études qui paraissent. Et dans une étude rétrospective, seulement un quart des études d'intelligence artificielle pour les cancers ORL étaient dédiées à l'imagerie. Euh, Quels sont les autres domaines? Domaine principal est l'histologie. Et il existe également tout ce qui est la clinique, l'endoscopie, la génomique et d'autres techniques d'imagerie non radiologiques. Les débouchés sont faits pour améliorer les techniques d'imagerie, améliorer le diagnostic pathologique et améliorer également les traitements et là, en particulier, la radiothérapie. Le premier domaine dans lequel l'intelligence artificielle intervient est l'amélioration de la qualité des images. Donc, certains modèles informatiques et mathématiques très complexes peuvent améliorer en direct la qualité d'image. Ici, un patient qui n'a pas bénéficié de l'intelligence artificielle en première intention, on voit que l'image est très bruitée avec des artefacts. L'intelligence artificielle intervient, l'image est beaucoup plus jolie, avec surtout beaucoup moins de bruit. Et pour votre information, nous avons ce type d'intelligence artificielle sur nos IRM de Martigny et de la Riviera. Le second domaine d'intelligence artificielle est la radiomique. La radiomique est l'utilisation de données quantitatives pour obtenir des données prédictives au moyen de l'apprentissage par machine ou machine learning. Ce machine learning est une branche de l'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes pour trouver un pattern dans les données. Et ce pattern est utile pour examiner la survie globale, la survie sans progression, la récidive locale, les métastases à distance, la toxicité du traitement et les données pathologiques, comme par exemple l'extension extracapsulaire des métastases ganglionnaires ou la probabilité d'avoir une atteinte périneurale euh, chez les patients avec ces tumeurs. Le but est d'avoir un traitement adapté pour le patient, un traitement adapté en termes thérapeutiques avec le plus d'efficacité thérapeutique possible et également avec la moindre toxicité. Comment se déroule une opération de radiomique? Il y a tout d'abord une acquisition de l'image par scanner, par IRM ou par plusieurs techniques simultanées. D'ailleurs, à l'IRM, il y a plusieurs séquences. Ensuite, une segmentation de la tumeur est faite de façon idéalement automatique. Et de ce volume segmenté, différentes données sont extraites par le système informatique. Alors bien sûr, il y a la forme, la taille, la sphéricité qui sont assez évidentes, mais également d'autres facteurs qui ne sont pas visibles à l'œil nu, soit des facteurs d'imagerie fonctionnelle comme la diffusion, la perfusion, ou des éléments d'hétérogénéité de l'image qui nécessitent une analyse plus poussée. Une fois que toutes ces données sont extraites, suivant le modèle informatique choisi, on arrive à l'obtention d'une courbe ROC qui permet d'évaluer la performance du modèle et de le comparer à la performance du radiologue
ou d'autres systèmes diagnostiques. Un seul exemple à vous montrer que j'ai choisi est l'identification de l'extension extracapsulaire au scanner. C'est un papier qui date de 2020 et on voit que l'exactitude diagnostique du système est supérieure à celle des radiologues, donc DL étant l'intelligence artificielle et R1, R2 étant les radiologues. Néanmoins, à l'état actuel de la recherche, il y a encore un besoin important de standardisation puisqu'il y a une hétérogénéité à plusieurs niveaux. Toutes les tumeurs ne sont pas les mêmes. Même pour une localisation donnée, les tumeurs sont différentes, peuvent avoir une cellularité différente, peuvent avoir une nécrose différente. Suivant les études et pour un même but, différentes techniques d'imagerie peuvent être utilisées. Et même si on utilise la même technique d'imagerie, les images ne sont pas les mêmes entre différents fabricants. Par exemple, un scanner d'une telle marque donnera des images différentes d'un scanner d'une autre marque. Ensuite, les modèles que l'on emploie pour développer notre réponse n'est pas la même suivant les études et également les traitements donnés aux patients peuvent différer. Enfin, il y a des différences dans les études, dans les délimitations des lésions et un des reproches souvent faits à l'ORL est que l'anatomie est difficile et mal analysable. Alors évidemment que les systèmes informatiques ont aussi parfois des difficultés anatomiques. Il y a également des problèmes de reproductibilité, de validation des résultats à large échelle et enfin des questions de protection des données, de responsabilité et d'éthique. Juste une illustration, si une solution était commercialisée, si cette solution s'avérait fausse, à qui incomberait la responsabilité des mauvais diagnostics? Néanmoins, on peut s'attendre à des progrès majeurs dans l'imagerie ORL, je dirais à moyen terme, d'ici quelques années. En conclusion, j'espère vous avoir démontré que l'imagerie ORL et plus spécifiquement la radiologie des tumeurs des voies aérodigestives supérieures est une imagerie anatomique utile pour le bilan préthérapeutique, une imagerie diagnostique qui est utile pour les diagnostics alternatifs, pour la recherche de récidives et de complications, et une imagerie prédictive ou qui deviendra de plus en plus prédictive grâce à l'imagerie, grâce à l'intelligence artificielle, à l'imagerie fonctionnelle et à la radiomique. En tous les cas, l'imagerie joue un rôle majeur dans le diagnostic, souvenez-vous de la pointe de l'iceberg, et le suivi des patients avec des tumeurs ORL. Il y a un développement constant vers plus de précision et la collaboration reste essentielle, bien évidemment, avec les cliniciens et les chercheurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je tiens également à remercier mes collègues et amis du groupe 3R. Merci Romain pour cette belle présentation. Je pense que vous avez appris probablement des choses. En tout cas, moi, j'en ai appris. Au niveau du chat, peut-être pour commencer, nous avons Anae Kassem qui souhaite peut-être que tu reviennes sur justement quelque chose que j'ai appris, là, l'histoire du cartilage. Quand il y a la même couleur en T1, T2, gadolinium, ça veut dire que c'est la tumeur qui infiltre le cartilage. Au niveau glottique, par contre, s'il y a une différence, c'est de l'inflammation. Et la question de Anaï Kassem, mais les signes sont-ils les mêmes pour l'atteinte osseuse? Je ne suis pas spécialiste de radiologie osteoarticulaire, donc le risque est peut-être plus à même de répondre, mais on peut concevoir que les signes, que le processus infiltratif tumoral est le même. Après, je ne saurais pas dire à 100% si on a aussi une sclérose initiale en cas d'atteinte osseuse. Mais pour l'ORL, c'est relativement mineur parce que la seule structure osseuse à proximité, c'est la colonne vertébrale, si on parle du larynx, ou alors la mandibule. Mais moi, j'ai des exemples en tête de métastases qui n'ont pas de sclérose autour de la tumeur. Des envahissements osseux
qui n'ont pas de sclérose aussi, qui ont juste la lyse. Mais j'ai déjà vu aussi de la sclérose. Je ne sais pas si toi, Benoît, tu peux compléter ma réponse par rapport à l'os. Oui, alors c'est vrai que pour l'os, la définition d'un remplacement médulaire suspect, c'est que vous allez avoir un hyposignal T1 qui sera plus bas que les muscles avoisinants, éventuellement la ligne de la corticale qui serait peut-être estompée, et puis après il y aurait un hypersignal T2 Fat-SAT ou après gadolinium dans le cadre d'une lésion de remplacement médulaire. Après, je suis assez d'accord avec Romain, c'est pas quand même très fréquent. Là, on parlait plutôt d'une atteinte cartilagineuse qu'une atteinte osseuse, qu'il y a vraiment une atteinte osseuse. Après, bah, pour la mandibule, pourquoi pas, selon les exemples qu'on a montrés. Et puis, à mon avis, ça ne devrait pas être très différent de l'os standard périphérique, même s'il y a d'autres tissus au niveau des maxillaires, etc. Là, on sait que les lésions de la racine des dents, etc., c'est une autre type de sémiologie et de pathologie que vraiment de l'extension tumorale. Alors, pour lancer un petit peu la discussion, bah, on sait que pour les radiologues généralistes ou qui sont sous-spécialistes d'autres organes, bah, l'anatomie, c'est toujours le premier truc où on se dit, oulala, est-ce que je vais me rappeler de tout? Est-ce que je n'ai pas besoin d'ouvrir un bouquin, etc. Donc, c'est vrai que c'est une anatomie qui est fine. Est-ce que tu as des conseils, Romain, pour le radiologue généraliste qui voit 3-4 cas d'ORL par an, à part passer le cas à un spécialiste comme toi, comme on peut faire dans le réseau? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Est-ce qu'il faut qu'on révise, je ne sais pas, au JFR, aux Journées françaises de radio, une séance d'anatomie générale ORL ou qu'on ouvre un bouquin de temps en temps? Bon, le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur, et de ne pas être rebuté par la matière, parce que c'est souvent en fait le premier écueil, et peut-être le seul de la radiologie ORL, c'est qu'on est un peu perturbé par toutes ces structures, tous ces muscles, ces vaisseaux, ces Les nerfs, espaces. ces espaces, etc. Après, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste une anatomie un peu différente et spécifique pour laquelle il faut s'habituer, ne serait-ce que s'habituer aux mots. Et si un généraliste, qu'il soit radiologue ou médecin, est confronté à un problème, il faut prendre. Personne ne va demander de lire un bouquin d'anatomie de 300 pages. Si c'est un problème de larynx, admettons, bah, si nécessaire, regardez sur votre moteur de recherche préféré ou dans un livre quelques indices anatomiques, j'ai envie de dire, ou quels sont les cartilages, où sont-ils, comment s'appellent-ils, etc. Il faut pas non plus, il faut pas faire une montagne non plus. On a parlé d'iceberg au début de la présentation. Mhm. Quand c'est la montagne qui arrive, il faut pas qu'elle soit, il faut pas se représenter la montagne comme plus grosse que ce qu'elle n'est. C'est surtout ça le conseil que j'ai envie de dire. Il Ouais. ne faut pas avoir peur de s'y intéresser. Après, en pratique, le deuxième souci, entre guillemets, qui se pose pour le radiologue généraliste ou son technicien, c'est finalement comment je réalise un examen qui soit bien fait, qui soit diagnostique. Alors, on sait que l'IRM, le CT, il n'y a pas les mêmes problématiques. Quels sont tes conseils un petit peu pour la réalisation technique d'un examen ORL qui soit de bonne qualité pour le radiologue spécialiste ou pour l'ORL qui sûrement va aussi se plonger dans les images, au moins pendant les colloques pluridisciplinaires? Le premier conseil, c'est de parler au patient dès son accueil. Donc ça, c'est plutôt le travail du technicien en radiologie. C'est lui expliquer ce qu'on va faire, c'est lui dire que à certains moments, il devra peut-être arrêter de respirer si on le lui demande ou ne pas avaler, que la machine va faire du bruit, etc., que peut-être il ne va pas se sentir bien, mais ce ne sera pas long. C'est vraiment rassurer le patient et le conditionner pour qu'il soit adéquat, confortable pendant l'examen. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, bah, c'est ce qu'on fait dans notre groupe 3R, c'est d'avoir des examens aussi standardisés que possible. Donc, pour une IRM, c'est d'avoir des coupes, d'avoir grosso modo les mêmes séquences, les mêmes coupes pour tous les examens. Bien sûr, il y a des spécificités pour lesquelles il faut s'adapter. Mais c'est ça, et aussi c'est pratiquer. C'est un peu comme l'anatomie. Il faut pratiquer. C'est clair qu'on fait moins de scanners ORL que de scanners thoraco-abdominaux. Donc, par la force des choses, on est un petit peu moins habitué à ce type d'examen. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut demander conseil à ses collègues ou aux radiologues référents. Et il faut faire, et puis on apprend de ses erreurs.
Ok, donc après, une fois que l'examen est fait pour le radiologue, là, je suis assez d'accord avec le Evil Grey, hein, on est vraiment dans des nuances de gris, notamment au scanner. Moi, je trouve que c'est pas toujours facile de bien voir la différence entre la tumeur et son environnement. Il n'y a pas énormément de graisse pour soluter les strictures dans cette région-là. Tu as des conseils pour le limiter précisément? Tu te bases sur la diff, tu pinces à fond ta fenêtre au scanner? Alors là, c'est clair que il y a l'anatomie aide beaucoup. Donc, si on est familier avec l'anatomie locale, ça aide beaucoup puisqu'on arrive à s'imaginer comment devrait être la structure normale sans atteinte tumorale. Ensuite, il faut quand même de l'expérience. Alors, l'expérience, c'est comme pour l'acquisition des images, elle s'acquiert en faisant, en pratiquant. C'est clair que maintenant, c'est plus facile pour moi qu'il y a 10 ans en arrière, ça ne fait aucun doute. Et puis, oui, c'est surtout ça. Et après, ben, l'œil se fait, le cerveau se fait, et on arrive à se dépatouiller, comme l'expression employée dans la présentation, au milieu de cette mer de gris. Ouais. Alors, mer de grille pour le scanner, mais l'IRM, pour toi, quand est-ce qu'on fait finalement un scanner ou une IRM, que ce soit dans le bilan un peu diagnostic ou dans le bilan de suivi? Finalement, ça dépend un peu de la localisation ou des habitudes du radiologue, des habitudes ça dépend des informations que cherche l'ORL. Alors ça, c'est une question difficile. En préparant cette présentation, je me suis plongé dans les recommandations qui existent. Donc, les principales, ce sont les recommandations de la Société française d'ORL, mais qui datent d'une quinzaine d'années. Et puis, il y a aussi j'ai trouvé les recommandations de la Société de cancer américaine. Et puis, toutes ces facultés sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de consensus, en fait. Alors, en pratique, que se passe-t-il? Ce que je remarque aussi avec les années déjà, premièrement, c'est qu'il y a une chute du scanner au profit de l'IRM. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? Probablement, les prescripteurs sont beaucoup plus au fait des problèmes de radioprotection. Et aussi, comme mentionné dans la présentation, l'IRM a un contraste dans les tissus mous beaucoup plus élevé que l'IRM. Ceci étant dit, il faut s'adapter aux patients. Je dis souvent, vaut mieux un bon scanner qu'une mauvaise IRM, et j'ai vécu beaucoup de situations où des mauvaises IRM pouvaient vous conduire dans des impasses. Et ensuite, le troisième point, c'est l'anatomie, enfin, c'est la localisation de la tumeur. Par rapport aux recommandations officielles des sociétés, un des seuls points où tout le monde s'accorde, c'est que pour les tumeurs de la cavité buccale et de l'oropharynx, il faut faire une IRM. Pourquoi? Justement à cause de la différenciation de l'atteinte tumorale des tissus mous. Pour le larynx, c'est conseillé, mais il n'y a pas de consensus international. Donc voilà, c'est un peu un jonglage entre la tumeur de base, l'habitude du prescripteur, l'habitude du radiologue et le patient également pour avoir le meilleur résultat d'imagerie possible. Et du Pour coup, la pour le deuxi- suivi, tu Alors pour le préconises de suivi, faire la même technique que celle qui a été faite avant? oui, alors pour le suivi, on préfère faire la même technique. D'ailleurs, souvent, les prescripteurs appliquent cette règle. Si c'est un scanner avant traitement, on demande un scanner après. Par rapport au suivi, on fait la première imagerie d'habitude 3 mois après la fin du traitement, donc quel qu'il soit. Pourquoi cela? C'est parce que dans les 3 premiers mois, il y a une grosse inflammation locale, soit chirurgicale, soit chimiothérapeutique, soit radiothérapeutique. Et évidemment, si on a de l'inflammation, on parlait de l'échelle de Gris tout à l'heure, ben c'est encore plus difficile de trouver la tumeur ou les éventuels résidus tumoraux dans une inflammation. Ensuite, normalement, les tumeurs récidivent dans les 2 ans.
Donc, souvent les prescripteurs demandent de l'imagerie tous les 6 mois pendant 2 ans. Et puis après, ça dépend, c'est jusqu'à 5 ans maximum, une fois par année, après la fin du traitement, qu'il y a de l'imagerie. À ceci, il faut ajouter également le PET-CT, surtout s'il y a un risque tumoral important, de récidive tumorale importante ou de résidu tumoral. Le PET-CT est utile, mais il est aussi tributaire des faux positifs en cas d'inflammation. Mais si les patients sont à haut risque de récidive, il peut arriver que le PET-CT soit demandé en première intention à la recherche d'une récidive. Est-ce qu'il faut faire, dans tous les cas, un scanner thorax dans un bilan où l'ORL a trouvé quelque chose? C'est souvent quand même les mêmes facteurs de risque. Dans ton expérience, dans quasiment tous les Oui, cas, il y a un CT thorax qui est fait lors du bilan initial. oui, c'est le minimum. Alors évidemment, on ne va pas demander un PET-CT puisque les indications sont assez claires pour le PET-CT. Mais pourquoi demander un scanner thoracique? Il y a 2 raisons. Le premier, c'est le risque métastatique, évidemment. Et la première localisation métastatique extra-ORL ou extra-cervicale, ce sont les poumons ou le médiastin. Et la deuxième raison, ce sont les tumeurs synchrones. On sait que 15 à 20% des patients qui ont une tumeur ORL ont une tumeur synchrone. Et cette tumeur synchrone, elle peut être ORL. Donc ça, pas de souci, on le couvre avec le bilan ORL d'imagerie standard. Mais ça peut également être l'arbre trachéobronchique. Donc c'est la deuxième bonne raison pour laquelle il faut faire un scanner, puisque comme on l'a souligné tout à l'heure, les facteurs de risque, donc typiquement le tabagisme, donc c'est le même pour le poumon et pour l'ORL. Ok, écoutez, il est 13 heures passées. S'il y a des questions de l'audience, c'est le moment d'allumer votre micro, de profiter de Romain Colère. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à Vincent Lenoir, qui est également radiologue ORL, qui nous a rejoint il y a peu, qui vous a mis dans le chat d'ailleurs un lien intéressant avec un e-book que je n'ai pas ouvert pour pas flinguer ma connexion, mais qui devrait vous parler normalement d'anatomie et d'imagerie ORL sous l'égide de la Société européenne. Alors, merci Romain, merci à tous pour cette présentation intéressante. On voit que ce n'est pas facile, l'imagerie ORL, surtout quand on a un cas par an, etc. Il faut développer une certaine expertise ou en tout cas réviser de temps en temps cette anatomie pour utiliser les langages justes pour aider le patient et finalement être utile aux prescripteurs qui nous demandent l'examen. On est à votre disposition par mail s'il y a des questions qui vous viendraient par la suite. Et puis, vous recevrez donc la possibilité d'avoir ce point de formation très rapidement dans vos boîtes mail. La prochaine séance aura lieu le 14 juin, même format. Et puis, nous parlerons d'imagerie mammaire. Je vous souhaite une belle après-midi à tous. Merci Romain. Au revoir. Merci, au revoir.